Étienne Klein est connu, on ose à peine de le présenter, physicien, philosophe des sciences, qui a également une capacité de transmission extraordinaire. Il est devenu de plus en plus connu. On peut dire de quelqu'un qui est viral, je sais pas, maintenant c'est très bien de dire que quelqu'un qu'il soit viral, mais il l'est par ses interventions toujours brillantes. C'est un véritable philosophe au sens de poser des questions. C'est un véritable scientifique. Il est également chercheur au CEA. Il enseigne toujours. Il a de multiples casquettes. Et c'est à titre, évidemment, je dirais, professionnel de l'accueillir pour cette inauguration, mais également personnel par l'émotion et la gentillesse qui nous fait d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Étienne. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter une très bonne année 2022, une année lumière. Alors sans tirer entre les deux mots, ça fait moins loin. Une année lumineuse, luminifère, porteuse de lumière. Et je remercie par la même occasion Xavier pour son invitation. C'est vrai que j'étais là il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins de monde, la salle était plus petite. Et une mesure du temps qui a passé consiste à voir que je ne me souviens plus du tout de ce que j'avais raconté, ni quel était le sujet de mon propos. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle des expériences de pensée. Alors, expérience de pensée, c'est un terme qu'on retrouve dans plusieurs disciplines. Je parlerai évidemment de physique, mais il y a un niveau zéro, une sorte d'état fondamental de l'expérience de pensée, qui consiste à faire simplement une hypothèse, c'est-à-dire à dire « supposons que », et puis à voir, en faisant un raisonnement avec de la pensée, ce que cette hypothèse peut amener comme éventuelle conclusion, pour ensuite faire une sorte de critique du cheminement qui a été suivi à partir de l'énoncé de cette hypothèse. Il y a une autre façon un peu plus élaborée de faire une expérience de pensée, c'est la littérature. Écrire un roman, ça veut dire finalement trouver un moyen de combiner le réel et le fictionnel, la réalité et l'imagination. Et évidemment, si le roman en question est un roman de science-fiction, vous êtes évidemment encore plus libre de laisser la réalité de côté et de faire jouer votre imagination en tenant compte de la science ou bien au contraire en l'ignorant. Il y a des romans de science-fiction qui sont l'application de la science dans des situations qu'on ne peut pas réaliser mais qu'on peut imaginer. Et puis il y a une autre forme de science-fiction qui consiste à rêver un autre monde sans tenir compte de ce que la science nous a appris jusqu'alors. Il y a un troisième niveau qui est encore plus intellectuel, et Xavier vient d'en parler à sa façon, c'est la philosophie ou la logique. En philosophie, on pose des problèmes conceptuels, on se pose des questions qui ne sont pas forcément des questions qui sont induites par le spectacle du monde qui nous entoure, des questions qui sont intellectuelles, que nous nous posons. On fait valoir des paradoxes, on fait voir des contradictions, on invente des situations ou bien des personnages qu'on met en scène pour voir comment, à partir de ces situations inventées, on peut inférer d'éventuelles conclusions. Pensez par exemple au bateau de Thésée, pensez à l'allégorie de la caverne chez Platon, à l'anneau de Gigès chez le même Platon, au malin génie de Descartes, à l'âne de Buridan, etc. Toutes sortes de personnages, d'objets ou de situations dont les caractéristiques, quand elles sont posées, nous invitent à réfléchir. Enfin, il y a un usage, avant que je parle de physique, un usage très prosaïque de l'expérience de pensée. Ça consiste simplement à poser un problème, à voir si on est capable de le résoudre et à en tirer les leçons. Alors évidemment, il y en a des milliards. Je vais en citer deux pour vous faire réagir. Le premier, c'est une expérience de pensée qui consiste à imaginer que vous avez devant vous deux pots de peinture de même taille. Le premier est rempli de peinture blanche, le second est rempli de peinture verte. Les deux volumes sont identiques, égaux. Ensuite, vous prenez une tasse
qui est vide, vous la trempez dans le pot de peinture blanche et vous versez la tasse remplie de peinture blanche dans le pot de peinture verte. Donc le volume occupé par la peinture dans le pot de peinture verte sera plus élevé qu'au départ. Vous allez touiller, de sorte que le vert du pot va légèrement pâlir. Ensuite, vous reprenez la tasse qui est vide, vous la trempez dans le pot de peinture verte qui a pâli, et vous la versez dans le pot de peinture blanche. À nouveau, les volumes sont égaux. Vous touillez le pot de peinture blanche, donc le blanc en question a légèrement verdi. Question, est-ce que la concentration de vert dans le pot de peinture blanche est inférieure, égale ou supérieure à la concentration de peinture blanche dans le pot de peinture verte? Je vous laisse réfléchir là-dessus. En fait, elles sont égales. Mais ce n'est pas évident à démontrer. Et en tout cas, l'intuition n'est pas un bon guide. Donc là, vous avez un problème dont l'énoncé est trivial et dont la solution réclame une élaboration, une forme de raisonnement. En fait, il faut écrire une équation de conservation que l'intuition n'est pas capable de reproduire. Et donc, c'est une expérience qui nous invite à nous méfier de notre intuition, de notre ressenti, de nos préjugés et même de notre bon sens. Autre expérience. Vous prenez la Terre, dont vous savez qu'elle est ronde, et elle a une circonférence qui est de 40 000 km. Donc imaginez que vous êtes au niveau de l'équateur, et vous allez entourer la Terre par un ruban que vous allez serrer pour faire un nœud, comme si vous vouliez offrir la Terre avec une sorte de paquet cadeau. Donc autour de l'équateur, il y a un ruban avec un nœud dont la circonférence est celle de la Terre, c'est-à-dire 40 000 km. Ensuite, et c'est là que commence l'expérience de pensée, vous coupez le ruban, à un certain endroit, vous le coupez, et vous lui rajoutez 1 mètre de mou. Donc la longueur du ruban va passer de 40 000 km à 40 000 km plus 1 mètre. Question. De combien faut-il surélever le ruban tout autour de la Terre pour qu'il soit à nouveau tendu? J'attends. Est-ce qu'à votre avis, c'est une distance telle qu'on pourra faire passer dessous une feuille de papier à cigarette? Ou est-ce que c'est plus? Qui pense que c'est moins? Qui pense que c'est plus? Qui pense que c'est beaucoup plus? Enfin, le nombre de gens qui sont sans avis est presque égal à 100%. Ce qui veut dire que personne ne connaît la réponse. Et la réponse vaut 16 cm. Complètement contre-intuitif. C'est-à-dire pour absorber 1 mètre de mou autour de 40 000 km, il faut surélever de 16 cm. 16 cm, c'est en fait 1 mètre divisé par 2π. Donc 16 cm, c'est le rayon d'un cercle dont la circonférence est égale à 1 mètre. Et là où ça devient encore plus contre-intuitif, c'est que si j'avais choisi comme objet, à la place de la Terre, un atome, un point, un petit pois, Jupiter ou l'univers, en supposant qu'il soit sphérique, j'aurais trouvé 16 cm. Autrement dit, c'est un résultat qui est complètement indépendant de la taille de l'objet autour duquel j'ai enroulé le ruban. Vous voyez que c'est trivial, l'équation, vous l'écrirez ce soir, elle est élémentaire. On a tous appris à l'école que la circonférence d'un cercle est égale à 2π fois le rayon. Mais on n'a pas du tout intégré psychologiquement cette relation de proportionnalité. Et même si on a fait des milliards de calculs de géométrie avec des sphères ou des cercles, on n'est pas capable de trouver spontanément le résultat. Et donc voilà encore une situation qui nous apprend qu'il faut se méfier
du bon sens, des préjugés, de l'intuition, qui certes sont très utiles dans la vie courante, mais qui, dès qu'on pose des problèmes conceptuels ou des problèmes scientifiques, ne sont pas du tout de bons guides. Et je le dis avec d'autant plus de gravité qu'aujourd'hui, s'agissant de la pandémie, qui est entre autres choses une question scientifique, beaucoup de gens invoquent leur bon sens, leur ressenti pour juger des situations. Et ça mène, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, parfois à des catastrophes. Là maintenant, je vais parler de physique et on va se livrer là encore à des exercices d'imagination très anciens. Je vais vous raconter des vieilles histoires. Par exemple, est-ce que vous êtes jamais posé la question de savoir ce que vous ressentiriez si vous tombiez en chute libre? C'est-à-dire si vous tombiez dans le vide. Évidemment, vous seriez sans doute apeuré, effrayé, mais je ne suis évidemment pas venu vous parler de peur ou d'effroi, simplement d'essayer d'imaginer ce que vous ressentiriez physiquement, et non pas psychologiquement, si vous tombiez en chute libre. Et ce que je vais vous raconter va révéler quelque chose d'assez fondamental dans l'histoire de la physique, c'est que presque toutes les grandes percées accomplies par des physiciens au cours de l'histoire l'ont été par des gens qui ont trouvé le moyen d'effectuer des pas de côté, des écarts de pensée, grâce auxquels ils sont parvenus à faire décoïncider le monde de ce qu'ils nous montrent d'une façon trompeusement convaincante. Autrement dit, le spectacle du monde nous montre des situations que nous interprétons parfois beaucoup trop rapidement. Et les génies de l'histoire que je vais vous raconter sont des gens qui ont tous compris que observer ne suffit pas pour comprendre, et même que très souvent, et en fait tout le temps, l'observation nous trompe. C'est un sujet qui a été posé au bac il y a quelques années dans les sections littéraires. Peut-être que vous l'avez passé cette année-là pour certains d'entre vous. Le sujet était « Observer suffit-il pour comprendre ?» La réponse est non. C'est pas la peine de faire 3 parties avec une... Non, non, non. Non mérite 20 sur 20. Okay. Alors, l'exemple que je vais vous donner, c'est évidemment celui qui a inventé une nouvelle façon d'interroger la réalité, qui s'appelle Galilée. Galilée, en 1604, énonce une loi très surprenante. Très surprenante parce qu'elle contredit l'observation, toutes les observations que nous pouvons faire dans la vie courante, en expliquant, dit-il, que tous les corps, quelle que soit leur masse, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur nature, tombent de la même façon. Ce qui n'est pas du tout ce que nous voyons. Quand vous laissez tomber une grosse pierre, vous voyez bien qu'elle tombe plus vite qu'une petite pierre plus légère. Et Galilée va énoncer cela d'une façon lapidaire, si j'ose dire. Il va dire « Un grain de sable tombe exactement à la même vitesse qu'une meule de moulin ». Une meule de moulin, pour la petite histoire, ça pèse quelques centimes de kilos. Donc il explique qu'un grain de sable tombe exactement à la même vitesse qu'une meule de moulin, ce qui évidemment contredit l'observation, si tant est qu'on puisse la mener. Évidemment, Galilée parle du vide, si on les laisse tomber dans le vide. Évidemment, à l'époque, on ne sait pas faire le vide, et on ne cherche même pas à le faire, puisque des gens comme Aristote et d'autres ensuite ont défendu l'idée que la nature a horreur du vide. Donc le vide ne peut pas exister. Et l'horreur que la nature a pour le vide agit d'ailleurs comme une force physique. Par exemple, quand vous aspirez du jus d'orange qui est dans votre verre avec une paille, vous voyez un truc assez étonnant, c'est que le jus d'orange monte dans la paille. C'est quand même bizarre, parce que la gravité devrait lui demander de rester en bas. Comment est-ce que
avant Galilée, on expliquait ce phénomène? Eh bien, en disant, quand on aspire dans la paille, on réduit la pression de l'air qui est dans la paille. Si on continue, on va créer le vide dans la paille. Donc la nature, qui a horreur du vide, demande au jus d'orange de bien vouloir monter dans la paille pour empêcher que le vide qui menace d'y apparaître se manifeste. D'accord? Donc en fait, l'horreur que la nature a pour le vide agit comme un antidépresseur. Dès qu'il y a une dépression qui advient, la nature mobilise toute la matière qui est autour, qu'elle soit gazeuse, liquide ou solide, pour venir remplir l'espace qui, sans elle, deviendrait vide. Et Galilée, lui, il imagine le vide, sans s'occuper de savoir s'il existe ou pas, comme un milieu de pensée. C'est-à-dire un milieu qu'on peut imaginer, qu'on puisse le réaliser ou non, peu importe, on peut le penser, et il a l'intuition géniale que dans le vide, les lois fondamentales du mouvement se montreraient d'une façon plus simple. Dans le vide, le comportement des objets en déplacement serait plus simple. Tellement simple que les lois du mouvement pourraient être facilement mathématisables. Et donc il invente là l'idée que les lois de la physique sont des lois qu'on peut écrire grâce à des mathématiques, à des équations. Et en l'occurrence, la loi de la chute des corps qu'il va formaliser pour la première fois en 1604 est une loi très simple qui se formule en deux temps. D'abord, la vitesse acquise par un corps qui tombe est proportionnelle à la durée de la chute. Ça veut dire qu'un corps qui tombe depuis n secondes va n fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis une seconde. Deuxième partie de la loi, la vitesse de chute est indépendante de la masse et de la nature du corps. 1 milligramme de plomb tombe exactement de la même façon que 3 tonnes de plumes. Et donc la première loi de la physique dite moderne est une loi très simple qui s'exprime mathématiquement en disant que la vitesse v d'un corps qui tombe est proportionnelle à delta t, qui est la durée de la chute. Et le coefficient de proportionnalité est indépendant de la masse et de la nature du corps en question. Et donc, ça c'est la loi que vous connaissez, c'est celle qu'on apprend au lycée. Alors c'est une loi qui vient contredire l'observation, parce que nous, on voit très bien qu'une bille de plomb tombe plus vite qu'une plume. Donc vous avez une loi qui dit le contraire de ce qu'on voit. Et surtout, et ça a valu à Galilée quelques ennuis, c'est une loi qui contredit ce qu'avait écrit Aristote dans son fameux livre « Le traité du ciel », qui lui expliquait que la vitesse de chute d'un corps est d'autant plus grande que sa masse est plus élevée. Je le cite. Aristote écrit « Si un poids donné parcourt une distance donnée en un temps donné, un même poids augmenté de quelque chose parcourra la même distance en un temps plus court. Par exemple, si un poids donné se meut en un certain temps, un poids double se mouvra en la moitié de ce temps. » Il n'est pas nécessaire d'avoir lu Aristote pour voir que ce qu'il dit là est conforme à l'observation. Et donc la question, et c'est là que l'imagination entre en scène, avec la raison, l'imagination fait que Galilée va se poser la question de savoir si cette loi qui est conforme à l'observation est vraie pour autant. Et il va d'abord partir pour le coup d'observation. Il observe que si on laisse tomber un caillou, une pierre, dans de la mélasse, elle est ralentie. Sa chute est ralentie. Si on fait tomber une pierre dans l'eau, elle est ralentie, mais moins fortement que dans la mélasse. Et si on laisse tomber une pierre dans l'air, elle est ralentie, mais moins fortement que dans l'eau. Et donc Galilée fait une sorte d'extrapolation, et il écrit ceci. Ayant vu que l'écart des vitesses entre mobiles de poids différents augmente avec la densité des milieux qu'il parcourt, il me vint à l'esprit
Donc ce n'est pas ce qu'il a vu. Il lui vient à l'esprit que si l'on supprimait totalement la résistance du milieu, alors tous les corps descendraient à la même vitesse. La question, c'est comment est-ce qu'il peut convaincre ses collègues, puisqu'on ne peut pas faire le vide. Donc il ne peut pas faire l'expérience que décrit sa loi. Et donc comment va-t-il faire pour prouver que sa loi est la bonne, sans pouvoir faire l'expérience qui pourrait la valider? Eh bien, il va inventer ce qu'on appelle en physique une expérience de pensée. Une expérience de pensée, c'est une expérience qu'on mène dans son cerveau. L'esprit devient le laboratoire, sans instrument, sans moyen de mesure. Et c'est une expérience qui commence par une formulation du type « Que se passerait-il si ?» Que se passerait-il si? Et donc c'est une façon de penser qui nous mène d'emblée dans un monde qu'on appelle contrefactuel. On se retrouve projeté dans un monde qui n'est pas le nôtre. En l'occurrence, Galilée va supposer qu'Aristote a raison quand il dit qu'un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus massif, et partant de ces hypothèses, appliquées à une situation qu'il invente, il va montrer que cette hypothèse aboutit à des conclusions absurdes, de sorte qu'elle ne peut pas être vraie. Donc il va montrer qu'il a raison en montrant qu'Aristote a tort. Et l'expérience de pensée qu'il invente, elle est rapportée dans son livre « Discours sur deux sciences nouvelles » qui est publié en 1638, dans lequel, vous savez, il y a 3 personnages qui dialoguent. L'un qui s'appelle Salviati, qui est en fait son porte-parole. Et voilà ce qu'écrit Salviati. « S'il est vrai qu'une grosse pierre se meut avec 8 degrés de vitesse », bon, le degré de vitesse, c'est une unité de mesure pour les vitesses, je ne vais pas détailler. Donc s'il est vrai qu'une grosse pierre se meut avec 8 degrés de vitesse et une plus petite avec 4 degrés seulement, que s'en suivra-t-il si on les attache l'une à l'autre? C'est là l'idée géniale. Je suppose qu'Aristote a raison. La grosse pierre, si je la laisse tomber, ira plus vite que la petite pierre. Mais que se passera-t-il si j'attache la petite pierre à la grosse pierre par une ficelle? Que dit Aristote pour le cas où je laisserais tomber l'ensemble dans le vide? Aristote dit le système formé par les 2 pierres est plus lourd que la grosse pierre lorsqu'elle est toute seule. Donc ça va tomber plus vite que la grosse pierre toute seule. Mais en même temps, pendant la chute, la petite pierre qui tombe moins vite que la grosse va tendre la corde de sorte que la petite pierre va faire parachute. Elle va freiner la chute de la grosse pierre. Donc Galilée démontre que la loi d'Aristote, appliquée à cette situation qu'il invente, aboutit à 2 conclusions contradictoires l'une avec l'autre. L'ensemble va tomber plus vite que la grosse pierre et va tomber moins vite que la grosse pierre. Comment résoudre la contradiction? Galilée explique, enfin Salviati plutôt, il n'y a qu'une seule façon, c'est de dire que la grosse pierre tombe exactement à la même vitesse que la petite pierre, ce qui est le contraire de ce qu'on voit. Et ça, c'est vraiment la première loi de la physique moderne. Un philosophe des sciences du XXe siècle, qui s'appelle Alexandre Koyré, dit le pari de la physique depuis Galilée, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire, on explique ce qu'on voit grâce à des lois qui énoncent le contraire de ce qu'on voit. Et si vous revisitez dans votre esprit toutes les lois physiques que vous avez apprises au lycée, vous verrez que toutes contredisent l'observation directe, ou du moins obligent à la réinterpréter, en changeant complètement les relations causales. Par exemple, dans le cas de la chute des corps, ce que comprend Galilée, c'est que la gravitation fait tomber tous les corps à la même vitesse, mais si nous les voyons tomber à des vitesses différentes, c'est parce qu'il y a d'autres forces qui s'exercent sur les corps, qui ne doivent rien à la gravitation, mais au seul fait que ces corps
tombe dans un milieu qui n'est pas vide, et c'est les forces exercées par le milieu, la poussée d'Archimède, la résistance de l'air, qui sont responsables, et seulement elles, des différences de vitesse que nous observons. Et donc, dit-il, depuis Aristote, on a eu tort de faire porter à la gravitation des effets qui ne lui doivent rien. Alors, 3 siècles plus tard, évidemment, au XVIIIe siècle, on a su comment faire le vide, on a pu vérifier que Galilée avait raison. Et 3 siècles plus tard, donc au début du XXe siècle, il y a un jeune physicien qui travaille au bureau des brevets à Berne, qui s'appelle Albert Einstein, qui commence à être connu parce qu'en 1905, il a publié 5 articles révolutionnaires sur 5 sujets différents. Et sur chacun de ces sujets, il a énoncé des hypothèses, résolu des problèmes qui, dans chacun de ces domaines, ont apporté la révolution. Notamment l'article du mois de juin dans lequel il développe ce qu'on appellera plus tard la théorie de la relativité restreinte. Mais en 1907, il est toujours au bureau des brevets, il n'est toujours pas à l'université, il n'a pas eu de poste. Il travaille toujours comme ingénieur des brevets. Et en rentrant de déjeuner, un jour de novembre de cette année-là, il fait ce qu'il fait tous les jours, c'est-à-dire une sieste semi-éveillée. C'est-à-dire qu'il est assis sur un tabouret, non pas sur une chaise, il n'y a pas de dossier. Il commence à s'endormir et il sait que s'il s'endort complètement, il y a un réflexe de son corps qui va le réveiller. Et donc s'il a une idée qui germe pendant le début de son sommeil, il aura suffisamment de conscience pour pouvoir la saisir et éventuellement l'utiliser. Et ce jour-là, il racontera dans ses mémoires un peu plus tard, il a eu l'idée la plus heureuse de sa vie. Alors je vais l'expliquer, je vous dirai ses conséquences. Avant de les dire, je voudrais vous rappeler que Einstein, c'est quelqu'un qui, comme Galilée, invente des expériences de pensée, depuis qu'il est tout jeune. Et à la différence de Galilée, les expériences de pensée qu'il met en scène, qu'il invente, sont des expériences dans lesquelles il fait jouer à son corps un rôle particulier. Il dira d'ailleurs à la fin de sa vie à l'un de ses biographes que sa pensée était de type musculaire. C'est-à-dire il essaie d'imaginer ce que ressentirait son corps dans telle ou telle situation qu'il invente, si telle ou telle loi physique était vraie. Donc vous avez peut-être entendu parler d'une expérience de pensée qu'il a faite à l'âge de 15 ans. Il a écrit une lettre à l'un de ses oncles alors qu'il était déscolarisé. Vous savez qu'à 15 ans, il a démissionné du lycée en Allemagne parce qu'il jugeait que la discipline était trop militaire. Il a rejoint ses parents en Italie et pendant une année, il a été déscolarisé. Il a écrit une lettre à l'un de ses oncles dans laquelle il explique quelles sont les questions qui vont l'intéresser toute sa vie, quel que soit le métier qu'il exercera plus tard. Et toutes ces questions sont relatives à la lumière. Et il y en a une qui pose, et qui va d'ailleurs alimenter sa réflexion pendant des années jusqu'en 1905. La question qu'il pose, c'est qu'est-ce qui se passerait, vous voyez, on est vraiment dans le registre de l'expérience de pensée, qu'est-ce qui se passerait si de la lumière était capable d'émettre de la lumière? Alors il rappelle que, comme vous à l'école, on apprend que les vitesses s'ajoutent. Quand vous marchez sur un tapis roulant, votre vitesse par rapport au sol immobile, c'est la vitesse de votre marche sur le tapis roulant, plus la vitesse du tapis roulant. On ajoute les vitesses. Donc, dit-il, si de la lumière peut émettre de la lumière, la vitesse de la lumière émise par la lumière sera 2 fois la vitesse de la lumière. Mais si la lumière émise par la lumière émet de la lumière à son tour, quelle sera la vitesse de la lumière émise par la lumière? 3 fois la vitesse de la lumière, puis 4, puis 5, puis 6. Bref, du haut de ses 15 ans, il comprend que si de la lumière est capable d'émettre de la lumière, alors on peut fabriquer un escalier cinématique vers l'infini par lequel il devrait y avoir de la lumière de vitesse infinie. Un an plus tard, il est scolarisé en Suisse cette fois, et l'expérience de pensée qu'il invente à 16 ans, donc,
est très célèbre, vous l'avez sans doute entendu. Elle met en scène son corps pour la première fois. Qu'est-ce que je verrais, se demande-t-il, si j'étais à cheval sur un rayon lumineux? Vous voyez que c'est quand même des questions bêtes, c'est des questions naïves. Si un jour vos enfants viennent vous poser le soir ce type de questions, vous lui répondrez « va jouer ». Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, et ça rejoint ce que disait Xavier sur la créativité, à la fin de sa vie, Einstein dira qu'il a résolu les problèmes dont je viens de parler grâce à son retard mental. Il voulait dire par là qu'il a résolu des questions d'enfants, comme il les appelait, avec un cerveau d'adulte. Résolu des questions d'enfants, des questions que posent les enfants, avec un cerveau d'adulte. Et l'argument qu'il donne, c'est qu'en fait, et les psychiatres de l'enfance le savent bien, un enfant, à l'âge de 7 ans, il a compris ce que c'est que l'espace, il a compris ce que c'est que le temps. L'espace, on le mesurait avec un double décimètre, le temps, on le mesurait avec une montre. Une fois qu'on a compris ces distinctions, l'affaire est réglée pour toute la vie et on n'y revient plus. La singularité d'Einstein, c'est que bien après 7 ans, il s'est posé ce type de questions. Alors je reviens à cette expérience de pensée de l'âge de 16 ans. Vous êtes à cheval sur un rayon lumineux. La lumière, c'est des ondes électromagnétiques. Donc si vous êtes à cheval sur une onde électromagnétique, vous êtes dans la position d'un surfeur qui glisse sur la crête d'une vague. Donc il avance avec une vague, en même temps que la vague. Et évidemment, la vague qui est devant lui est immobile par rapport à lui. La vague qui est derrière lui est immobile par rapport à lui. Donc ce que voit un surfeur qui glisse en même temps que la vague sur laquelle il se trouve, ce sont des vagues successives qui forment un système d'ondes stationnaires. Il y a des ondes qui ne bougent pas, les vagues ne bougent pas. Par rapport à vous, elles ne bougent pas. Donc le raisonnement d'Einstein consiste à dire, si je suis sur une onde électromagnétique à cheval sur elle, je vais voir une onde électromagnétique fixe, stationnaire, comme on dit. Or, à l'époque, il savait déjà que les équations de Maxwell, qui décrivent l'évolution de la lumière, n'ont pas de solution stationnaire. Et donc la question qui se pose est, est-ce que la situation que j'ai imaginée est une situation impossible, ou bien est-ce que les équations de Maxwell qui disent qu'elle est impossible sont fausses? Et en 1905, donc il aura 26 ans, il va écrire sa théorie de la relativité restreinte, qui répond aux deux questions qui s'étaient posées. Première question, quelle serait la vitesse de la lumière émise par la lumière? Réponse, la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Qu'est-ce que je verrais si j'étais à cheval sur un rayon lumineux? Pas la peine de poser la question. Pourquoi? Parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Et donc, quelle que soit ma vitesse dans l'espace, la lumière aura, par rapport à moi, toujours la même vitesse, qui est la vitesse de la lumière. Donc, la lumière ne peut jamais être immobile par rapport à moi. Et c'est la prise en compte de cette invariance, comme on l'appelle, de la vitesse de la lumière, qu'Einstein va être obligé de remanier des relations entre l'espace et le temps. Vous voyez que c'est à partir de questions extrêmement simples. Einstein a eu très peu d'idées dans sa vie. Simplement, quand il a une idée, il l'explore, il tient compte des conséquences des résultats qu'il obtient pour poser de nouvelles questions sans jamais lâcher le morceau. Et donc, une expérience de pensée, c'est souvent un stratagème intellectuel qui permet de tester la cohérence d'une hypothèse. Ou bien ça permet de faire parler des théories physiques dans des situations que nous pouvons penser sans être capables, jusqu'à nouvel ordre, de les réaliser en laboratoire. Maintenant, je reviens à 1907, ce fameux jour où il revient de déjeuner et commence une sieste sur son tabouret et a, à cette occasion, l'idée la plus heureuse de sa vie. Alors, comment est-ce qu'il va raconter ça? De façon très simple. Il va dire... J'étais assis sur mon tabouret
au Bureau fédéral de Berne, et je compris d'un coup que si une personne est en chute libre, elle ne sentira pas son propre poids. J'en ai été saisi. Cette pensée me fit une grande impression. Elle me poussa 8 ans plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation. Il parle d'émotion. En fait, ce que comprend Einstein à cette occasion, ce n'est pas du tout une découverte. Puisque ce qu'il dit n'est que l'exploitation, dans le cadre qu'il a inventé, du résultat trouvé par Galilée. Ce qu'il comprend, c'est que si vous êtes en chute libre, et si vous laissez tomber, par exemple, vous sortez de votre poche vos clés, vous les lâchez pendant votre chute, ben elles vont tomber à la même vitesse que vous, puisque tous les corps tombent à la même vitesse. Donc vous qui êtes en train de tomber du fait de la gravitation, vous verrez les objets qui tombent avec vous en impesanteur. Donc la gravitation qui vous fait tomber annule la gravitation qui vous fait tomber. Le fait de subir cette cause produit un effet qui annule la cause. Le fait de tomber en chute libre met la gravitation hors du spectacle. Ce qui est drôle, c'est que l'anagramme de la chute des corps, c'est hors du spectacle. C'est les mêmes lettres. De même que l'anagramme d'imaginer, c'est migraine. Je ne sais pas ce qu'il faut en déduire. Et l'anagramme de créativité, c'est réactivité. Vous en ferez ce que vous voudrez. Donc, en fait, il comprend quelque chose que tout le monde avait compris avant, mais que lui découvre sous un jour nouveau par le fait qu'il met en scène son corps. Ce que personne n'avait fait avant. Donc, il fait parler la loi en mettant en scène son corps. Et il comprend que chute sans gravité, c'est à la fois une contradiction dans les termes et un pléonasme. C'est une contradiction dans les termes parce que pour que vous tombiez, il faut subir la force de gravité, sinon vous ne tombez pas. Mais le fait de subir cette force annule pour vous la gravité. Et il va énoncer dans la foulée ce qu'on appellera par la suite le principe d'équivalence. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le principe d'équivalence qui est une équivalence entre l'accélération et la gravitation. Et ce principe d'équivalence dûment formalisé mathématiquement, et ça va être un très gros travail. Très gros travail parce que l'idée, elle est évidemment très simple, c'est celle que j'ai racontée. Mais vous voyez que ça marche que si l'objet est près de vous. Si je prends sur ma clé, ça va, elle va tomber vers le centre de la Terre comme moi, et nos trajectoires seront parallèles. Mais si ma clé est à 10 km de moi, elle va tomber vers le centre de la Terre et sa trajectoire ne sera pas parallèle à la mienne, puisque, comme vous le savez, la Terre est ronde, quoi qu'en disent certains. Et ça va compliquer les choses d'un point de vue mathématique, et il va beaucoup travailler, avoir beaucoup de mal, se faire aider par des collègues mathématiciens, et en 1915, il publie une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale, qui est une façon complètement révolutionnaire de penser la gravitation. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer que la gravitation est une force qui s'exerce au travers de l'espace entre les objets, comme on l'apprend à l'école, il va démontrer que la gravitation n'est pas une force. C'est une déformation de la géométrie de l'espace et du temps. Et une autre des raisons pour lesquelles il a dû faire ce travail, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure à propos de Galilée, c'est le fait qu'il avait vu des contradictions dans quelque chose qui nous semble évident parce qu'on l'apprend à l'école comme si ça relevait du sens physique. Vous avez, je pense, appris à l'école l'énoncé de ce qu'on appelle le principe d'inertie, qui dit simplement qu'un corps qui n'est soumis à aucune force a une trajectoire rectiligne et uniforme. C'est-à-dire que si vous prenez un corps sur lequel aucune force ne s'exerce, eh bien, il va se déplacer à vitesse constante, indéfiniment, le long d'une ligne droite. On nous apprend cette loi comme si elle était évidente.
Et on accuse ceux qui ne la comprennent pas de manquer de sens physique. Or, c'est une loi qui est absurde. Pourquoi? Parce que moi, à l'époque, je l'ai apprise en classe de seconde, peut-être que vous aussi. Quand j'étais en seconde, j'allais au lycée à vélo. J'avais bien remarqué que quand je cessais de pédaler, mon vélo s'arrêtait. Et ma professeure de physique me dit « Ah ben non, quand il n'y a plus de force, le vélo continue à vitesse constante. » Donc, le principe d'inertie évoque une situation que vous n'avez jamais vue. Parce que tous les mouvements que vous voyez s'amortissent, ou bien s'accélèrent, ou bien ont une trajectoire curviligne. Alors évidemment, on peut imaginer que c'est une situation idéale. Si un corps ne subissait aucune force, alors il aurait un tel mouvement. Et si mon vélo s'arrête, c'est parce qu'il y a d'autres forces comme la résistance de l'air, le frottement des roues, qui finissent par immobiliser mon vélo. Mais si ces forces n'existaient pas, alors mon vélo pourrait avancer à vitesse constante de façon indéfinie. Simplement, au XIXe siècle, les gens comprennent qu'il y a de la masse partout dans l'univers. On ne parlait pas de galaxies, mais on parlait de la Voie lactée, on croyait qu'il y avait des nébuleuses dans la Voie lactée. Bref, on sait qu'il y a des objets massifs partout dans l'univers. Donc, où qu'il soit dans l'univers, un corps qui est doté d'une masse subit au moins une force qui est son poids. Donc l'énoncé que je viens de rappeler, un corps qui n'est soumis à aucune force, est un énoncé qui correspond à une situation qui n'existe en aucun point de l'espace. Donc c'est une situation complètement fictive. Et donc Einstein se dit, soit on accepte de construire la physique sur du sable, c'est son expression, c'est-à-dire sur une loi physique qu'on ne peut pas vérifier, presque une loi métaphysique, qui n'est actuelle en aucun endroit de l'univers. Je vous rappelle que le principe d'inertie est un des trois principes fondamentaux de la mécanique de Newton. Donc il est à la base de la physique. Donc Einstein se dit, voilà, puisqu'on ne peut pas vérifier cette loi directement, on ne peut pas créer de situation où un corps ne soit soumis à aucune force, on doit accepter que la physique est construite sur une métaphysique invérifiable. À moins que, dit-il, et c'est là qu'il est génial, c'est là qu'il est créatif, à moins, dit-il, qu'on démontre que la gravitation n'est pas une force. Si la gravitation n'est pas une force, alors on pourra dire d'un corps qui subit la gravitation qu'il n'est soumis à aucune force, puisque la gravitation n'est pas une force. Et en fait, c'est ce qu'il va démontrer. Il va démontrer que les objets dans l'univers qui subissent la gravitation ont un mouvement inertiel. C'est-à-dire, ils ne subissent aucune force et ils vont donc en ligne droite. Évidemment, on a beau jeu de lui faire remarquer que ce qu'il dit là est délirant. Pourquoi c'est délirant? Parce que nous savons bien que la Terre tourne autour du Soleil. Elle subit la gravitation induite par la présence du Soleil, et nous voyons bien que la Terre a une trajectoire curviligne. En fait, elle décrit une ellipse autour du Soleil, et dont le Soleil occupe un des foyers. Donc un gars qui nous dit que la Terre va en ligne droite avec un mouvement inertiel tient un propos délirant. Et la réponse d'Einstein, très simple. Quand un objet va en ligne droite dans un espace courbé, sa trajectoire est curviligne. Autrement dit, si nous voyons la Terre tourner autour du Soleil, ça n'est pas parce qu'il y a une force de rappel, comme on l'apprend à l'école, qui fait que la Terre est attirée par le Soleil. C'est bien du fait que le Soleil étant très massif,
va déformer dans son voisinage la géométrie de l'espace-temps, va le courber, de sorte que la Terre va suivre une trajectoire qui ne sera pas, dans cet espace courbé, une ligne droite. Et donc, vous voyez que la physique, et on pourrait multiplier les exemples, ça a été construit par des gens qui ont fait des expériences de pensée, en interrogeant ce que nous savons, pour voir si ce que nous savons tient la route. Autrement dit, une expérience de pensée, c'est une façon de mettre à l'épreuve nos connaissances pour voir si elles sont consistantes, si elles sont cohérentes. Et j'ai bientôt terminé, mais comme vous, j'imagine, comme toutes les grandes écoles, vous étudiez beaucoup l'intelligence artificielle, le big data, comme on l'appelle, je vous invite à vous poser cette question. Quand Galilée énonce la loi de la chute des corps que j'ai rappelée en 1604, qu'est-ce qu'il a comme données? Quasiment rien. À l'époque, on ne sait même pas définir ce qu'on appelle une vitesse instantanée. La notion de dérivée n'est pas connue. On ne peut pas chronométrer la chute d'un corps avec beaucoup de précision. Il n'y a pas de bon chronomètre. Quand on fait une observation, comme je l'ai dit, ça n'est jamais dans le vide. Les corps, ça tombe très vite. Alors Galilée a en effet utilisé des plans inclinés pour que ça tombe un peu moins vite, mais quand même, pas de mesure précise. Autrement dit, il a trouvé la loi de la chute des corps alors qu'il n'avait pas de données. Quand Einstein écrit la relativité générale en 1915, qui, je vous le rappelle, est la théorie qu'on utilise aujourd'hui quand on fait de la cosmologie, donc quand on étudie l'univers à grande échelle, son histoire, son évolution, qu'est-ce qu'Einstein avait comme données sur l'univers? Rien. À l'époque, on ne savait même pas d'où vient que les étoiles brillent. On ne connaissait en guise d'objets célestes que les planètes, les étoiles, dont on ignorait comment elles émettent de la lumière. On connaissait les comètes sans connaître leur nature. On ne connaissait pas les ondes gravitationnelles. On ne connaissait pas les pulsars. On ne connaissait pas les étoiles à neutrons. On ne connaissait pas les trous noirs. On ne savait pas comment les éléments chimiques se sont formés dans les étoiles. On ne savait rien. Aujourd'hui, on sait tout ça. Et quelles sont les équations qu'on utilise pour faire de la cosmologie? Les équations d'Einstein. Ça veut dire qu'aucune des données qu'on a recueillies n'a remis en cause ce qu'on avait compris sans données. Vous connaissez peut-être la mécanique quantique, qui a été mise sur pied dans les années 20 du siècle passé par une dizaine de jeunes gens. La physique quantique, c'est la théorie qu'on utilise pour décrire les autres interactions fondamentales, autres que la gravitation, les forces nucléaires, les forces électromagnétiques. Qu'est-ce que ces jeunes gens savaient de la matière en 1925? Ils connaissaient le proton, l'électron, pas encore le neutron. Ils ne connaissaient pas l'existence des forces nucléaires dans les noyaux des atomes. Et ils ont trouvé la bonne théorie en faisant des expériences de pensée. Depuis, on a découvert les muons, les gluons, les bosons intermédiaires, le boson de Higgs, les neutrinos, les quarks, etc. Et on a toujours la mécanique quantique. D'où la question, et là on va faire nous-mêmes une expérience de pensée. Imaginez qu'aujourd'hui, vous ayez toutes les données qu'on a, recueillies par des satellites, par des télescopes, par des colliseurs de particules, par des détecteurs d'ondes gravitationnelles. On a tout. On a toutes les données. Mais on n'a pas les équations de la mécanique quantique. Et on n'a pas les équations d'Einstein. Est-ce que vous pensez qu'un algorithme d'intelligence artificielle pourrait, en analysant ces données, retrouver les équations de la mécanique quantique? Non. En tout cas, pour l'instant, non. Et donc la question, c'est comment, dans un monde enseveli sous les données, pouvons-nous conserver notre capacité à faire des expériences de pensée?
Pour finir, je vous donne un dernier exemple à propos de Galilée. Imaginez qu'on enregistre les vitesses, les accélérations, les positions de tous les corps qu'on peut faire tomber dans l'atmosphère terrestre. Avec des formes différentes, des masses différentes, on les fait tomber à des altitudes différentes, avec du vent, pas de vent, de la pluie, pas de la pluie. Évidemment, les logiciels vont être capables de décrire très finement la trajectoire d'un corps dont vous préciseriez la forme, la masse, la structure, etc. Autrement dit, à partir des données, on aura une bien meilleure connaissance de ce qu'il advient d'un corps dans des situations réelles qui ne correspondent pas aux situations idéalisées qu'avait inventé Galilée. Mais posez-vous la question, encore une fois, est-ce que ce logiciel, ayant eu toutes ces données qu'il aurait analysées, serait capable de dire, dans le vide, tous les corps tombent à la même vitesse? La réponse, pour l'instant, est non, ce qui laisse augurer d'un très bel avenir pour l'imagination, quand elle se décline à cheval entre la raison et le délire par le biais d'expériences de pensée. Et pour finir, essayez d'imaginer vous ce que vous ressentiriez si vous étiez en chute libre. Par exemple, si vous faites un vol 0G. Vous savez, les vols 0G, c'est des vols qu'on peut faire dans des Airbus A310 qui partent de Bordeaux. On monte avec une accélération très forte. Une fois qu'on a atteint l'altitude maximale, on coupe les moteurs et pendant 20 secondes, on tombe en chute libre. J'ai eu la chance de faire cette expérience il y a quelques semaines. Et effectivement, quand vous êtes en apesanteur, quand vous tombez, ben vous êtes en apesanteur, vous ne sentez plus votre poids et les objets flottent autour de vous. Tout devient calme. L'inertie des mouvements devient très, très molle parce que vous voyez agir le principe d'inertie, justement. Vous avez un collègue, vous lui donnez une pichenette et vous voyez partir en ligne droite. Bon. La question est, quand on ne sent pas son poids, comment est-ce qu'on sent son corps? Autrement dit, quel est le rôle que joue la gravitation dans la perception que vous avez de votre corps? Essayez d'imaginer. Essayez d'imaginer à l'avance. Et une fois que vous penserez avoir une réponse, inscrivez-vous pour un vol 0G. Et vérifiez si ce que vous avez imaginé est juste ou pas. Et puis aussi, le langage humain a été inventé par des gens qui baignaient dans un champ de gravité. Jamais l'humanité, jusqu'à récemment, n'a pu éprouver l'impesanteur. Donc posez-vous la question, expérience de pensée, de la façon dont nous parlerions, comment le langage serait structuré si nous avions vécu en apesanteur. Est-ce que la gravitation ne polarise pas notre façon de parler? Xavier, comme moi, pratique l'alpinisme, et il sait, comme moi, que les alpinistes sont des gens très bizarres. Quand ils sont sur une paroi, ils appellent vide ce qui est en dessous d'eux. Et dans quoi ils peuvent tomber, alors que le vide, il est au-dessus d'eux. Il y a beaucoup plus de vide au-dessus de notre tête qu'il y en a en dessous. Par exemple, si vous êtes à 5000 mètres d'altitude, et si vous tombez, vous allez croiser beaucoup plus de matière jusqu'au point d'impact en bas que si vous alliez directement sur la Lune. Donc c'est au-dessus de votre tête qu'il y a du vide et pas en dessous. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle vide ce qui est en dessous de nous? Tout simplement parce que la gravitation polarise notre langage en induisant une dissymétrie sur la verticale selon qu'on est vers le haut ou vers le bas. Comment est-ce qu'on aurait parlé s'il n'y avait pas de gravitation? Voilà, je termine là-dessus en vous souhaitant d'en faire un bon exercice. Je parle de la pensée réflexive, de l'esprit critique. Si je peux me permettre. L'esprit critique, on en fait beaucoup la promotion. Il y a même des gens qui veulent l'enseigner à l'école, ce qui est très bien, à l'école primaire. Sauf que l'esprit critique, c'est un peu comme le cholestérol. Il y a le bon et il y a le mauvais. D'accord ? Le bon esprit critique
Plutôt le mauvais, commençons par lui. Le mauvais, c'est celui qui consiste à tout critiquer, en invoquant son ressenti. Le bon esprit critique, c'est celui qu'on exerce à l'égard de sa propre pensée. Bachelard disait « penser, c'est penser contre son cerveau ». Évidemment, on pense avec son cerveau. Mais si votre cerveau ne sert qu'à rappeler toujours les mêmes choses que vous croyez vraies, vous sortirez de la pensée. Penser, ça veut dire soumettre son cerveau à des arguments qui viennent contester ce qu'il pense, pour voir s'il est capable de résister, s'il est capable de répondre, s'il est capable de contredire ce qui vient le contredire. Et si ce travail critique sur votre cerveau n'est jamais fait par vous-même, vous ne pourrez pas dire que vous pensez. Je regarde comme vous les réseaux sociaux et je suis impressionné, pour ne pas dire effrayé, de voir à quel point nous devenons une société des affects. Un avis est émis, des gens aiment, n'aiment pas, aucun argument, pas d'analyse, que du ressenti. Peut-être parfois au nom de la créativité. Je suis créatif quand je dis ce que je ressens. Je ne suis pas d'accord. Je suis créatif aussi quand je dis ce que je pense, quand j'argumente. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci infiniment, Étienne Klein. Vous comprenez pourquoi nous avons jugé bon, évidemment, d'inviter de nouveau Étienne 10 ans plus tard. Merci beaucoup.